bénéfice de pouvoir laisser tout le travail à Vincent. Moi, je vais simplement présenter ce que c'est que Jurist. Vous avez un aperçu de ce que c'est. Et éventuellement répondre à des questions, etc. J'ai des exemples, mais j'avais prévu une quinzaine de minutes. On m'a dit que je pourrais doubler, mais bon, je vais peut-être pas vous ennuyer avec ça, mais plutôt répondre à des questions, donner des exemples, etc. Donc, qu'est-ce que c'est bon, ce ne sera pas exactement bon. Donc là, c'est Digital Sherpa, ce qui est écrit, qui n'est pas visible. Donc, le problème que j'ai identifié il y a peut-être 20, 30, je ne sais pas, même 40 ans, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les sciences humaines qui ont besoin de bases de données. J'ai déjà fait ça dans les années 80, mais qui n'ont pas soit l'accès aux outils nécessaires, soit les capacités d'utiliser les outils, puisqu'ils sont souvent très techniques. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé avec, autour de 80, où quand c'était DBase2, c'était l'outil que utilisait tout le monde, s'il utilisait un outil du tout. Et j'ai créé une base de données assez simple qui permettait aux gens de créer leur propre base de données, de les gérer eux-mêmes. Jurist, l'outil actuel, c'est bon, c'est un peu la différence entre Wright Brothers et Concorde. C'est vraiment, c'est beaucoup plus que ce que j'ai fait dans les années 80, mais un peu quelques-uns des principes, des idées de la philosophie de Jurist revient de cette base de données primitive des années 80. Donc, j'utilise cette idée du Digital Sherpa. On a bien sûr des outils qui peuvent faire n'importe quoi, si on sait le faire. Mais c'est un peu comme les gens qui vont faire de l'alpinisme, qui vont commencer en bas du Himalaya, qui vont porter toutes les affaires, qui vont grimper, trouver leur propre route. Ils risquent éventuellement d'avoir un accident s'ils arrivent du tout en haut de la colline. Et ça ils ne peuvent pas rester longtemps puisque bon, c'est pas possible de rester, etc. Bon, il y a plein de limitations. Si on aime faire ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui aiment construire eux-mêmes dès le plus bas, c'est bien, ils peuvent faire. Mais c'est tous les autres, tout le reste, tous les touristes comme nous tous, qui veulent faire ce qui est plus ou moins humanité numérique, qui ont besoin du bus qui va arriver au parking, qui nous permet de faire la partie intéressante où il y a une belle vue, avec pas trop de difficultés, mais éventuellement on grimper quelques falaises, mais on n'a pas à faire tout le travail jusqu'au base camp, jusqu'au parc. Ça, c'est l'idée du Digital Sherpa. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, après avoir l'idée de Digital Sherpa, je suis allé chercher, effectivement, c'est un mime sur le web, il y a des compagnies qui s'appellent Digital Sherpa, etc., dans le business pour vous aider à emporter votre business, finalement, vous donner le underpinnings du business. Donc, l'idée est plus générale que les humanités numériques. Donc, ça, c'est la raison d'avoir Jurist. Première raison. Bon, est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, quel est le problème auquel on fait face si on commence à essayer de faire des humanités numériques avec les outils existants? Surtout les tableurs. Qui est l'outil, je dirais, de choix, de premier choix de beaucoup de gens. Bon, on crée une table, on commence à entrer des trucs, on met quelques en-têtes qui disent shape, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qui disent, je n'arrive pas à trouver un nom, mais souvent dans les tableurs que j'ai vus, on a des en-têtes qui ne vous disent rien de ce qu'il y a dans la colonne. Et vous regardez la colonne et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont mis dedans? Bon, il y a plein de chiffres, il y a peut-être des codes, il y a souvent un mélange de chiffres, des codes, des commentaires, des trucs, des codes qui sont, ou des termes où on voit parfaitement qu'il y a des erreurs de frappe. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop rapide. On commence tout de suite, on a un tableur, on pense qu'on a résolu le problème des données, mais les sciences humaines, en général, sont un peu compliquées.
On n'est pas simple, on n'a pas simplement une série de chiffres qui sortent d'une machine. On a des personnes qui ont des liens avec des livres, qui ont des liens avec des lieux, qui se déplacent. On n'est pas sûr de ceci et de cela. Nous avons des bases hétérogènes, compliquées, riches, entreliées. Et les tableaux ne sont pas faits pour ça. J'ai donné une présentation il y a quelques années à une conférence archéologique. Ditch the spreadsheet, we are not accountants. Bon, les tableaux ont été faits pour les comptables et ne sont pas exactement adaptés à nos besoins. Donc, le truc, ma bête noire, c'est le tableau Excel, puisque j'en ai eu tellement. Et après le tableau Excel, c'est les bases de données Access et FileMaker. Bon, on revient à ça. Donc, il faut aussi avoir une réflexion importante au-delà de l'outil. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement combien ça va vous coûter de faire la base de données. Ce ne sera peut-être pas très cher, même avec Access FileMaker, on peut arriver à faire une base de données qui va marcher pendant un certain bout de temps. Mais le problème, c'est le maintenir. Et finalement, c'est une fois qu'on l'a fait, on se rend compte qu'on a besoin de le changer, que finalement, ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire, où quelqu'un dit, est-ce qu'on ne pourrait pas... Ah oui, il faut rajouter ça. Là, ça commence à coûter. Ce n'est pas le début, c'est le continuité. C'est un peu comme si, bon, acheter une voiture, c'est pas cher, mais faire les révisions, mettre les nouveaux pneus, mettre de l'essence et l'assurance, etc. Finalement, c'est ça qui coûte beaucoup plus que l'investissement initial. Donc, il faut considérer quelle est le longue durée de la base. On a besoin de combien de temps. Souvent, on a un projet de 3 ans ou 4 ans. On dit, bon, on a besoin de la base pour 3 ans. Mais à la fin de 3 ans, est-ce que les données qu'on a enregistrées, est-ce qu'ils ne servent plus à rien? Dans certains cas, oui, mais en général, non. C'est souvent des trucs qu'on veut maintenir éventuellement utiliser dans notre projet, distribuer à les autres, etc. Et éventuellement, on veut que ce soit pérenne pendant des années, des décennies, etc. C'est souvent, pas comme dans beaucoup d'autres domaines du STEM, mais dans les sciences humaines, nos données sont souvent d'une valeur à long terme, ou pourraient être, s'ils y sont toujours, ils sont toujours disponibles. Donc, ensuite, il faut regarder ce qui existe. Essayer de ne pas refaire quelque chose qui est déjà disponible. Et bon, c'est vrai que dans nos domaines, souvent, il n'y a pas les outils nécessaires, puisque, bon, on a tellement de variété, d'hétérogénéité, de besoins, etc. C'est ça qu'on pense. Donc, ça ne peut pas exister, il faut le faire avec des outils de base. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, et surtout, il faut éviter de réinventer le roue carré. Puisque c'est un mème très commun sur Internet. J'aime beaucoup ce diagramme en plus, de ce dessin, il y a des variations où il y a fait évidemment pas des chercheurs ou des académiques. C'est l'étudiant de PhD qui est à gauche, à droite c'est le professeur, et au milieu c'est le professeur, à droite c'est le lecturer A et B qui font du travail. Bon. Et je pense que c'est très important aussi de demander aux autres, et c'est un truc, il y a des index d'outils disponibles. Il y avait, je ne me souviens plus du nom, mais donc on peut aller chercher des listes, on peut voir tous les outils qui sont disponibles, etc. Mais ce qui manque dans tout ça, c'est qui sont les gens qui savent comment faire, qui ont déjà fait. Et il y a peut-être un peu un mouvement depuis quelques années à faire des genres de cookbook ou des genres de recettes pour recipes plutôt. C'était un faux ami, je crois. De comment faire ce genre de truc pour qu'on puisse apprendre, non pas simplement quels sont les outils, mais comment se servir pour faire la cuisine. Donc, je pense que c'est très important de trouver des gens qui ont déjà fait quelque chose de semblable, discuter avec eux, quels sont les pièges, quels sont les outils qui seraient plus adaptés, et ce n'est pas toujours les mêmes. Par exemple, si on a une équipe d'informaticiens expérimentés, on peut utiliser une certaine série d'outils.
Si on n'en a pas, il faut utiliser quelque chose d'autre qui est plus simple, qui ne donnera peut-être pas les mêmes résultats, mais qui donnera plus de résultats dans les mains de quelqu'un qui n'est pas spécialiste en informatique, comme moi. Bon, et ça mène un peu à Hurist. Quelle est l'idée du Hurist? C'est de mutualiser le développement d'un outil qui serait générique pour beaucoup de projets différents dans les sciences humaines. Et en dépit de tout ce qu'on dit, bon, chaque projet a des besoins différents, etc., ce qui est absolument vrai, et le fait que le nombre de choses qu'on pourrait vouloir est déterminé par l'imagination de tous les projets de recherche qui ont des idées différentes, etc., finalement, beaucoup de ce qu'on fait est les mêmes choses. Et si on regarde toutes les bases de données qui ont été faites en Access ou FileMaker, on verra qu'on a des champs, on a des entités, on a des liens entre trucs, on a des dates, on a des champs avec de longs textes, de courts textes, des drop-downs, etc. Tous ces trucs se répètent dans toutes les bases. C'est ce qu'on appelle des database patterns. Donc, une chose qu'on essaie de faire avec Hurist, non pas en faisant tout le plan dès le début, mais dans un genre de système itératif, c'est à chaque projet qui vient nous demander de les aider, on va trouver certaines choses qu'on ne fait pas encore. Et donc, on va le développer non pas spécifiquement pour ce projet, mais plus génériquement pour tous les projets. Donc, si quelqu'un me dit, par exemple, tout récemment, le BNF, on dit la recherche d'une entité pour faire un lien est un peu lent, et on a trop d'entités, on n'arrive pas à les trouver avec le système actuel, on veut un truc où on peut simplement taper 2 ou 3 lettres et tout de suite, il y a un filtrage de la liste. Ben, on l'a fait, et maintenant, dans quelques mois, il y a plusieurs projets. Bon, tout le monde l'a maintenant, puisqu'on l'a mis comme le standard, mais finalement, il y a beaucoup de projets qui ont apprécié ce changement qui est venu d'un projet spécifique qui nous a amené à améliorer le système. Donc, Hurist, c'est vraiment le résultat de beaucoup d'améliorations qui sont apportées par différents projets. Et on essaie un peu de coloniser le paysage des humanités numériques qui est infini, et d'aller dans tous les endroits où les gens veulent aller et de développer de nouvelles routes pour que les gens puissent y aller plus simplement. Donc on prévoit un peu le paysage comme étant une colline au milieu avec une grande ville où on habite. Il y a des routes qui vont dans des villages et chaque fois que quelqu'un dit « je veux aller dans un nouveau village », on fait une route pour que tout le monde puisse y aller. Donc c'est Database Patterns. Et l'autre chose, c'est que créer tout ça pour chaque projet, c'est très cher. Créer pour un projet, ça coûte la même chose, mais puis 1000 projets ou 10 000 projets peuvent s'en servir. Donc c'est mieux de mutualiser l'effort, de tout centraliser. Donc avec Hurist, ce qu'on a fait, c'est de faire un programme. Il y a aussi, disons, il y a le modèle dessous, qui est standard, qui n'est pas dépendant du programme, et puis il y a un programme qui le gère. Alors, on peut faire un nouveau programme qui le gère aussi bien, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas raison de le faire. Et ce que j'ai fait dès le début, c'est d'essayer d'être sûr que on avait des bases de données qui restaient compatibles à travers le temps, qu'il n'y a jamais, on ne laisse jamais une base de données tomber à côté, et que tous les outils soient dans la base. Donc, si on prend des systèmes comme, par exemple, comme Drupal, qui est énormément utilisé par des bibliothèques, des musées, des gouvernements, etc., juste pour exporter, il y a 36 modules. Et il faut pouvoir lire tous les documents, décider que c'est tel, installer celui-là, trouver que c'est pas le bon. Donc, Hurist, c'est dans le système, il suffit d'aller à un menu, le chercher. Donc, il y a une tendance dans beaucoup de projets de faire beaucoup de modules, et tout le monde peut faire un module. Moi, j'essaie d'avoir un seul système pour que c'est plus simple à comprendre et que finalement, on met tout l'effort de faire que le système soit le plus utilisable possible à travers tous les besoins. Donc,
Ça, c'est un exemple. C'est un diagramme qui a été fait par un étudiant à Bordeaux d'un projet sur les maisons médiévales avec les connexions entre toutes les diverses features les portes, les fenêtres, les niches, etc., dans des chambres, sur les étages, dans des maisons, etc. Impossible, franchement, impossible à bâtir une base de données pour ça. SQL, qui était le plan original. Et finalement, l'ingénieur de recherche à qui elle parlait a dit « Ah non, j'y touche pas. Mais allez parler à Ian Johnson, il va peut-être vous pouvoir le faire. » Et bien finalement, c'est ce qu'il y a en gauche, à gauche en bas. Finalement, on enlève tous les boîtes bleues qui sont les connexions entre les diverses entités. J'ai simplifié un peu en disant qu'il y a des... En anglais, c'est features, je ne trouve jamais le nom. Caractéristiques. Pardon? Caractéristiques. Les caractéristiques, c'est pas ça, non, c'est des éléments, plutôt des éléments, que finalement, il y avait des éléments comme les portes, les fenêtres, les niches, etc. Mais on pourrait avoir un type élément avec simplement un type d'élément, et puis éventuellement des attributs pour chacun dépendant du type d'élément. Donc je réduisais plus ou moins à étant, je me souviens plus comment ça fait un peu de temps, je pense que c'était la maison, les niveaux, les pièces, et peut-être des pièces au milieu, et puis tous les éléments, et puis ça simplifie. Et toute la partie des connexions, ça c'est fait par des champs qui disent connexion entre deux éléments. Donc on dit simplement, par exemple dans la pièce, on dit il y a des pointeurs qui vont à des niches, peut-être il y en a plusieurs, donc on fait répétition de pointeurs, mais c'est simplement un champ et c'est très simple à établir. Je vois que Vincent fait comme ça, donc il va en parler. Bon, donc je mets ça surtout pour montrer simplification. Oui, non, voilà, tout ça, c'est un type d'élément, effectivement, avec des attributs variés suivant le type d'élément. Donc, et ça, c'est donc le fameux base de données que Vincent va parler. Donc, ce genre de truc, construire ça, c'est déjà, ça, c'est que les entités dont la base est composée et tous les liens, c'est simplement fait au niveau des champs, c'est déjà assez compliqué comme ça. Dans un système classique, ce serait extrêmement compliqué. Bon, quels sont donc les bénéfices de ces solutions que j'appelle polyvalentes mutualisées? Je parle surtout de juristes ici. D'abord, c'est très rapide. Donc, on peut établir une base de données et commencer à l'utiliser, moi, en 5 minutes. Même tout le monde en 5 minutes, mais vous n'irez pas loin en 5 minutes. Mais vous aurez quand même une base qui marche. Mais disons, dans la plupart des projets que j'ai établis me prend une demi-journée, une journée. Et là, on a un système qui est quasiment complet. Bon, éventuellement, ça va prendre 1, 2, 3 mois, 6 mois, suivant. Mais à côté de ça, on peut également modifier au fur et à mesure. Donc, on n'est pas obligé de faire tout le planning dès le début. On peut commencer à faire quelque chose d'assez simple dans une matinée et ensuite rajouter au fur et à mesure sur la base, au fur et à mesure qu'on comprend quels sont les besoins, les éditions, etc. Ça c'est le deuxième, donc modification instantanée. Donc on n'est pas, je dirais que le format, le format classique, c'est que vous allez d'abord décrire, faire tous les liens, faire un planning intense, description, etc. Ça va prendre des mois éventuellement. Vous allez trouver un ingénieur ou une boîte qui va le développer. Vous allez passer 6 mois pendant qu'ils le font. Et ensuite, vous allez trouver que ça n'allait pas, il faut modifier, etc. Facilement, il y a 1 année d'écoulée sur un projet assez compliqué. Et pendant ce temps, vous n'arrivez pas à faire du travail, parce que vous attendez. Donc, vous accumulez dans des tables, sur des morceaux de papier, dans des tiroirs, etc. Et après, vous avez un problème pour l'intégration de tout ça dans la base.
Ben, c'est vrai. C'est du vécu. Voilà. C'est du vécu. C'est du vécu de presque tout le monde, moi-même compris. Donc, et ensuite, bon, ça va. Vous allez tout mettre dans la base, tout va bien. Après quelques mois, vous vous rendez compte que vous avez besoin de nouveaux champs, quelque chose d'autre, un rapport. Et là, vous n'avez plus de technicien, puisque le technicien est sur autre chose. Et donc, il faut attendre 2 mois avant que quelqu'un soit disponible pour le faire ou trouver de l'argent pour payer quelque chose. Bon, il y a tout ça. Donc, l'idée avec Jurist, c'est qu'on peut le faire soi-même pour la plupart des choses. Ou si c'est un truc un peu compliqué, bon, on demande à quelqu'un comme nous, par exemple, ou à un ingénieur de recherche du coin qui va pouvoir le faire en 5 minutes ou quelques heures ou quelque chose. Donc, c'est plus simple pour le rentrer dans le travail normal. L'autre chose, c'est que j'ai lu un article, ou plutôt oui, c'était un abstrait pour une présentation la semaine prochaine, en conférence, où il parlait de CRUD. Ce sera probablement familier aux gens qui sont informaticiens. Creation, retrieval, update and delete. Donc, avec ça, CRUD, vous avez tout résolu. Non. Puisqu'il y a à peu près 24 lettres de l'alphabet, 22, 21 lettres, 24 lettres de 22 lettres de l'alphabet qui existent. Ensuite, il y a des modifications de structure, il y a des rapports, il y a des visualisations, il y a la stabilité à long terme, il y a des backups, il y a plein de choses. Bon. Donc, c'est un des avantages d'un système comme Jurist, c'est que tout ça, c'est déjà fait par le système. Donc, on a tout le système pour backup, pour modifier, pour recoding, etc. Déjà dans le système, pour faire des sites web, pour faire des recherches, pour stocker des recherches, pour éviter le stockage des recherches, etc. Donc, on a un système qui est déjà complet, plus ou moins complet. Évidemment, comme j'ai dit, chaque nouveau projet aura besoin de quelque chose de nouveau, donc on va le rajouter, ça va devenir une capacité disponible à tout le monde. Donc, c'est beaucoup moins coûteux, il y a beaucoup moins de travail en amont, il n'y a pas beaucoup d'entretien, puisque une fois que le serveur avec toutes les bases est maintenu, c'est géré par nous ou par un service de plus ou moins d'informatique à différentes universités, une fois pour tout et pas projet par projet. Et donc, on n'a pas forcément besoin de financement après la fin du projet, puisque chaque projet, les projets dépendent des nouveaux projets qui vont soutenir le système, et les anciens projets bénéficient par le fait que le système soit toujours là. Et il y a moins de risques, il y a moins de communication entre des domaines qui parlent des langues très différentes, très souvent, l'informatique et les sciences humaines. Pas ici, mais ailleurs, puisqu'ici, on est bien, c'est bien. Et il y a un article très intéressant, je ne sais pas où c'est, mais sur la différence de motivation entre les équipes de chercheurs en informatique et les équipes de chercheurs en sciences humaines. Donc, ils ont un intérêt complètement différent, des motivations différentes qui ne sont pas forcément bien synchronisées. Et bon, le problème de est-ce qu'on a du personnel disponible, etc. Et puis, est-ce qu'il y a une communauté de soutien? Bon, on commence à avoir une bonne communauté de soutien en France surtout. Il y a une liste de partage Jurist très utilisateur, où les gens, autres que moi, c'est bien, répondent aux questions. Moi, j'aime bien que les autres répondent aux questions. Donc, c'est pour qui Jurist? Est-ce que c'est bon pour les chercheurs? Non, puisque finalement, c'est des ingénieurs de recherche qui sont souvent surchargés, qui trouvent le bonheur dans Jurist. Donc, au lieu de passer beaucoup de temps d'essayer de répondre à plein de demandes, de trucs compliqués qu'il faut programmer, ils font quelque chose en Jurist, ils donnent aux chercheurs, ils disent « débrouillez-vous, et si vous avez un problème, venez me voir ». Et donc, ils font par exemple, des gens, il y a une petite nuit de gens à Strasbourg qui sont très enthousiastes. Eux, ils font des cours, ils ont fait des entraînements, ils ont même écrit un entraînement pour Jurist. Et finalement, ils ont
ils ont dit qu'ils avaient converti 40 bases de données dans Jurist, et comme ça, les gens se débrouillent et puis ils viennent vers moi ou vers eux plutôt, on en a 3, s'ils ont besoin. Et donc ça finalement leverage le temps de beaucoup. Voilà, donc passer dans le chercheur. Et puis, les chercheurs, il y a des gens qui ont pris Jurist, qui ont fait, même j'ai vu un truc, je vais voir la personne vendredi, on m'a dit, ben, il y a cette personne qui fait un truc avec Jurist, je suis allé voir, j'ai regardé ce qu'elle avait fait, et j'ai dit, ben, c'est pas mal, j'aurais pas fait mieux, même j'aurais pas fait aussi bon. Et elle a dit, ah ben mon frère est informaticien en base de données, m'a promis une base de données depuis des années. Finalement j'ai trouvé Jurist, j'ai fait ça, je lui ai montré, il a dit, comment tu as fait ça? Ça c'était une idée. Donc ça c'est l'idée, c'est finalement Jurist est là pour aider les gens à faire des bases de données. Ça ne fait pas tout, ça ne fait certainement pas de la recognition des images. Ça peut stocker des images, ça stocke, ça permet de gérer, de manipuler, de faire des sites web, de faire des analyses, etc. Et éventuellement d'exporter les données vers des outils plus spécialisés pour différentes choses, pour la statistique, pour faire du SIG. Il y a de la cartographie, mais on peut faire s'exporter pour mettre dans ArcGIS ou en QGIS pour faire du SIG. On n'essaie pas de faire tout. S'il y a un outil qui le fait déjà, par exemple pour les bibliographies, on dit utiliser Zotero. Et puis on a un synchronisateur qui permet d'importer des données Zotero dans Jurist et maintenir la synchronisation. On est limité quand même à une petite équipe finalement on est 3,5, 4 personnes, 3,5. FTE, Full-Time Employee, sauf que moi je ne suis pas employé, donc 2,5. Et donc on fait ce qu'on peut, on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc ça c'est un vieux diagramme que j'aime beaucoup, cette idée que la recherche ce n'est pas on commence, on dessine, on fait la recherche, on finit, mais que c'est un cycle de modification, d'empreinte, de construction, d'utilisation, d'amélioration, etc. Donc, cette infrastructure partagée qui en France marche sur Humanum, c'est polyvalente dans le sens que ça marche sur beaucoup de projets très différents. J'ai des exemples que je peux montrer après s'il y a le temps, si les gens s'intéressent. C'est du open source. Et nous utilisons le principe du Robin des Bois pour le financement, c'est-à-dire que nous allons chercher dans les poches des riches pour soutenir. Moi, je ne suis pas payé, mais les 2,5 autres ont besoin d'être payés. Et donc, on fait ça et on le fait disponible à tout le monde pour gratis. Et on essaie d'éviter d'investir dans des trucs sur mesure pour des projets spécifiques. On essaie de généraliser et de mettre des paramètres pour que ça puisse être utilisé par tout le monde. C'est comme ça que Jurist a développé. Et on essaie de partager des expériences, d'essayer d'utiliser l'expertise des autres pour aider les gens. Et ça revient à cette question de demander à quelqu'un qui l'a déjà fait, puisque vous allez éviter de faire des erreurs en utilisant des gens qui connaissent déjà les pièges à éviter. Et j'essaie de faire une clinique tous les mois. Je dois dire que je fais le premier pour cette année. Cette année a été un peu bouleversée pour différentes raisons. Où les gens peuvent, à l'origine, venir, mais maintenant également par Zoom avec des questions. Bon, on répond également aux questions par mail, mais là c'est une journée ouverte pour les gens de demander des questions, etc. Il y a quand même cette liste où on peut demander des questions. Donc on fait des réponses assez rapides à tout. Ça c'est notre site web, juristnetwork.org.
où il y a également des vidéos d'explication avec les étapes du vidéo également en texte pour qu'on puisse essayer et suivre. Il y en a 5 ou 6 maintenant de vidéos là, en dehors de ces vidéos plus descriptives du début. Voilà, éventuellement j'ai des exemples de diverses choses, mais je pense que c'est le moment soit de répondre aux questions et ensuite de passer à, comment on dit en anglais, à la viande, to the meat of the math. J'ai une question sur le Robin des Bois, oui, parce que je participe à quelque chose qui est un peu similaire. Mais quand le riche amène de l'argent, il l'amène quand même pour développer quelque chose qui est intéressant pour son propre projet ou pour des projets, pour des besoins qui sont en fait là avant même qu'ils n'arrivent et donc dans une sorte de... En général, c'est le premier. Bon, peut-être l'exception dans un set... Non, c'est quasiment toujours, puisque, bon... Il y a certains qui ont utilisé Jurispath comme pas mal de temps et qui sont d'accord pour donner un peu d'argent. Oui. En général, c'est que c'est un nouveau projet et ils disent ben, on aimerait bien ceci, cela, et je dis bon d'accord, on le fait. On quasiment toujours doit faire un petit, je fais un de facto, comment dire, proposition de projet. Puis je suis pas autorisé de faire des contrats. Je fais tout ça par l'université. Je ne touche pas du tout l'argent moi-même. Donc, je fais un genre de lettre disons, on va faire une petite convention, mais c'est plutôt une convention personnelle, morale, puisque je ne peux pas le faire de la part de l'université de Sydney, qui gère tout l'argent, mais qui dit c'est suffisant pour satisfaire les besoins du projet, en disant on va vous soutenir pendant un an, on va faire tourner sur les serveurs, on va développer une amélioration de ceci, on va faire cela, on va faire des cours d'entraînement. Donc je fais une liste de trucs pour satisfaire la quantité d'argent qu'ils sont prêts à mettre. Donc, et ça varie entre 2 3 000 euros jusqu'à, j'ai un qui m'a donné 35 000. 35 ou 25? Non, 25. Bon, il y a un autre qui est encore plus, mais bon, ça c'est un projet un peu plus à long terme. Donc ça dépend vraiment de ce que les gens... Et puis il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui n'ont pas d'argent, qui ne payent pas. Donc, ça, de toute façon, sur le site là, ici, ça a changé un peu, mais si on clique sur le Get Started là, ça vous permet de créer tout de suite un base de données. Bon, à l'époque, c'était sur le serveur Sydney. Maintenant, il y a les 2 serveurs, Sydney et Humanum. Donc pour les gens en France, évidemment, c'est Humanum. Donc je dépends disons pour l'infrastructure technique, je dépends sur la bonté de Humanum en France et de l'Université de Sydney jusqu'à récemment, et maintenant j'ai le Nectar Research Cloud, parce que j'ai eu le service ICT des informaticiens de Sydney. Ils m'ont fait beaucoup de problèmes en mars et on a migré tout en dehors de l'université. C'est quelque chose que je m'attendais à depuis pas mal de temps, qu'éventuellement l'université disait mais c'est pas notre recherche, pourquoi on laisse les gens l'utiliser? Donc on a dû migrer. Bon, bah ça c'est un détail. Pour rester en fait ouvert. Oui, exactement, puisque ce qu'ils n'aimaient pas, c'était le fait que les gens de partout dans le monde pourraient venir faire des sites web sur les serveurs de l'université, que ça semblait trop ouverte. Bon, c'était trop ouvert, mais je le savais, mais bon. Pendant 17 ans, on a pu le faire. Mais là, j'ai fait une migration au service national, là où je dois éventuellement payer un peu pour le maintenir. Mais bon, ça fait partie du système. Et puis il y a un certain nombre d'universités, etc., d'autres institutions qui ont fait le serveur personnel serveur pour l'institution.
Et ils sont tous liés par un index central qui est un base juriste, qui permet par exemple d'aller chercher les structures de diverses bases et importer la structure. Donc si quelqu'un a déjà fait une structure pour une domaine, on peut importer cette structure et puis le modifier pour ses besoins. Donc quand on fait une nouvelle base de données, on a automatiquement une structure de base qui a des trucs que tout le monde a besoin de. Individus, organisation, site, lieu, multimédia, et puis plein d'autres, et puis bibliographique. Donc il y a tous les types bibliographiques, etc. Donc on donne déjà une base qui est fonctionnelle dès le début, et on peut aller chercher des structures un peu par-ci, par-là, mix and match. Et les FTI, ils sont vos collègues qui développent les 2,5 ah oui, personnes. FTI. Ouais. Ils sont à Sydney aussi? Non. Et, il y a un qui est en Russie, qui travaille pour moi depuis 22 ans. Bon, pour le moment, c'est un peu problématique, mais non, on a toujours la connexion, il n'y a pas de problème. Il y a un qui est à Sydney. Bon, les deux autres sont à Sydney. Un qui travaille 3 jours par semaine, qui est informaticien, qui fait la partie interface, des trucs un peu plus high level. Celui qui est en Russie fait la structure de base. Et le troisième qui est 4 jours par semaine, qui travaille sur l'interface, le training material, les vidéos. Il fait des sites web pour les gens. Il fait de la gestion un peu du groupe, de comité. Nous avons un comité de gestion, nous avons un comité de documentation. Donc il travaille un peu à travers tout ça. Lui, il était prof à l'université de Kent en anglais et English Literature et aussi en Digital Humanities. Et il est australien, il a dû retourner l'année dernière en Australie pour des raisons familiales. Et il a dû lâcher son poste à l'Université de Kent. Et je l'ai récupéré de passage. Et ça a été super. C'est d'ailleurs un de mes autres utilisateurs qui me dit « Ah, est-ce que tu sais que Michael rentre en Australie, il n'a pas de poste, il est le meilleur informaticien que j'ai jamais eu dans mon... » C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de projets avant de trouver Dieu. Et j'ai dit « Ouais !» Et je l'ai eu. Donc, ça a été super pour l'équipe. Ouais. Voilà. Donc l'avantage, c'est que le soleil ne se couche rarement sur Eurist, comme l'Empire britannique. J'ai beaucoup aimé votre cycle. Ah oui, le cycle. Il me semble vécu. Est-ce que vous pouvez illustrer un peu le fait de... On peut modifier jusqu'où... à quel point on peut modifier? Enfin voilà, on peut donner un peu la voilure. Ça, c'est entre redémarrer de zéro. Ah, avec Eurist, on est d'accord. Oui, ça, ce serait un truc... Attendez, est-ce que je peux... il y a de l'air, ce serait une bonne idée. Ah, c'est une excellente idée. Je pensais qu'on était scellés dans... attends, regarde ce que moi qui ne connais pas ce système, puisque je ne l'utilise pas. En plus que c'est en français. Affichage. Non. Merci. Quelqu'un qui connaît? Chercher le tri des diapos. Je veux plus le tri des diapos. À droite, là. Merci. Peut-être dans l'affichage. Trieuse de diapos. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qui va montrer Bon, je vais très rapidement vous montrer. Donc, ça, c'est créer une base de données. Dans nom, on a une base de données. Donc, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, etc. Ça, c'est un grand avantage sur beaucoup de projets. Et on a à peu près presque 2000 bases de données sur les serveurs.
actuellement. Bon, comment est-ce que je fais pour aller à la prochaine? Yann, peut-être que tu peux montrer sur le site internet directement, c'est peut-être plus rapide. Ben, je pourrais, sauf que c'est pas mon ordinateur, donc... il y a Firefox dessus ou... Oui, ben bon, attends. Comme as you like. Je pense que tu pourrais montrer peut-être avec le... Peut-être. Mais tu peux aussi faire dessus. Oui. Attends. Parce que là, le PowerPoint, je ne sais pas s'il va bien passer. Oui, attends. Non, affichage. Attends. C'était laquelle? Trieuse de diapos, oui, c'est ça. Ah, ben voilà. Ok. Oui, je voulais simplement être dans le... oui, je peux créer une base de données, etc., mais je pensais que ce serait mieux. C'est là que c'est bête que j'ai pas mis. Si tu veux, tu ouvres la base et tu fais... Est-ce que c'est grand, la base? Tu peux faire une copie juste temporaire. J'ai une ancienne base. Ah, tu as une ancienne, mais on pourrait utiliser ça pour montrer un peu. Une version antérieure. Oui, oui. Parce que... C'est pas ce que tu voulais montrer tout à l'heure. Ouais. Pas plus que ça. Donc, grosso modo, je décris pendant qu'il se prépare. On peut rajouter de nouvelles entités, on peut rajouter de nouveaux champs, on peut rajouter de nouveaux vocabulaires et termes à des champs. On peut rajouter de nouvelles connexions entre diverses entités qui sont faites par des champs. Donc on ajoute un champ qui rajoute des connexions. On peut créer des recherches, soit simples, soit facetées, qu'on peut publier ensuite dans des sites web. Ah, merci. Donc tu peux faire ce que tu veux, là c'est une version antérieure. D'accord, bon, je ne ferai pas trop de dégâts, mais bon. Ok. De toute façon, il y a toujours des backups. Je vais juste ok. essayer de... Bon, ben, ce que je vais d'abord, je vais faire une base de données. Donc ça, c'est toutes les bases de données qui existent déjà sur le site. Est-ce que je peux... Normalement, je peux rentrer là-dedans. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, apparemment, j'ai une copie de celui-ci. Donc. La connexion est peut-être pas... C'est plutôt lent. Le Wi-Fi, je sais pas. Non, c'est bon. Bon, de toute façon, là, est-ce que je peux rentrer? Ah ben, avec un peu de chance, ça va rentrer dedans. Non. Bon, de toute façon. Juste pour montrer, grosso modo, si je suis dans une base, je fais new, je mets delete. Je crée une base de données. Et j'ai tout de suite une base de données qui devrait, je suppose, ouvrir avec ça. Non, pas. Bon, c'est pas grave. Normalement, si on a sauvegardé le mot de passe, on peut tout de suite l'ouvrir. Toutes les crédentiels sont portés d'une base à l'autre, de la personne qui les crée. Donc, même si je ne suis pas le propriétaire de la première base, je deviens le propriétaire de la deuxième. Ensuite, ce qui m'intéresse peut-être, c'est d'aller dans le design. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme record type. J'ai ces types d'enregistrement. Je veux faire un nouveau. Je rajoute. Ça me dit, ce serait une bonne idée de voir si vous pouvez peut-être utiliser quelque chose qui existe déjà. Je choisis un icône quelconque. Je mets things. Bon, là, je fais je mets du bidon. Il y a plusieurs choses que je peux choisir. Je peux choisir des onglets standardisés si je veux ou pas, comme je veux. Et j'ai tout de suite la structure
de l'enregistrement. Bon, je vais faire, mais je peux le modifier là, mais ce que je peux faire ensuite, c'est d'aller ici, d'aller dans Things, à rajouter un enregistrement. C'est exactement la même chose finalement, sauf que là, je suis en train de rajouter un enregistrement d'un thing. Et par exemple, bon, une fois que j'ai agrandi, ça va se souvenir de la taille. Par exemple, je veux mettre une connexion entre un thing et une person, qu'on va appeler par exemple creator. Donc, attends que je me... Donc là, c'est un type de lien oui. Entre la chose et la personne. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Le lien, c'est que la personne est créateur de la chose, c'est ça? Voilà, Ouais. par exemple. Donc, je vais commencer à mettre creator. Oui, c'est un clavier AZERTY. Ah, oui. Bon, il faut que je m'ajuste à un moment. Donc, je peux faire un qui s'appelle Creator, qui est un nouveau champ, où il y a déjà un champ qui s'appelle Author and Creator. Donc, il y a beaucoup de champs qui existent déjà, et en nos Choose Base Fields, je peux déjà réutiliser tous les champs qui existent. Il y en a 100, 200 types de champs. Mais je vais créer un tout nouveau, que je vais mettre du bleu. Je crois que j'ai touché trop de clés en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vidéoprojecteur, il est toujours... Ah non, c'est toi qui es tombé sur le... Bon, ok. Donc, j'ai mis du... Bon. Donc, je vais choisir entre drop-down. Bon, c'est simple, c'est un liste déroulante qui peut être hiérarchique, qui dépend de vocabulaire, un numérique, soit avec ou sans des points décimales, un texte d'une seule ligne que j'ai utilisé par exemple pour nom de lieu ou nom de personne ou un titre d'un truc, un mémo qui est donc plus long et qui peut être HTML ou pas, et nouveau, ça c'est un truc qui n'est pas venu d'un projet mais qui est venu de ma tête, on peut avoir un petit tableur dedans. Donc, qu'un petit, dans ce type de champ. Un date qui peut avoir des limites floues aussi. Géospatial, donc c'est soit des lignes, soit des points, soit des polygones, etc. Un file qui peut être soit local, soit ça peut être un fichier sur le web. Ça peut également être un stream, comme un YouTube vidéo par exemple, qui va se rendre dans le format. Un record pointer qui est un lien direct à un type d'entité, par exemple l'auteur, ou ça pourrait être un lien au site où quelque chose a été trouvé, ça pourrait être au lieu, ça pourrait être un pointer à les étudiants d'une personne, par exemple, ou un relationship marker qui est comme un pointer, mais il y a aussi le type de relation. Donc ça, c'est typiquement pour des relations entre les personnes ou entre les personnes et par exemple des institutions, différents rôles, etc. Donc il y a plein de possibilités là-dedans. Donc je vais rajouter un drop-down. Je peux choisir si c'est optionnel ou requise. Je vais dire que c'est requise. Je peux dire qu'on peut en avoir plusieurs, puisqu'on peut avoir plusieurs personnes, par exemple, dans le cas... non, ça c'est un drop-down. Mais on peut avoir plusieurs valeurs de ce... Je ne sais pas ce que c'est que je vais créer. Je peux choisir un vocabulaire existant. Donc ici, creator... Bon, creator, c'est pas un drop-down. Mais peut-être que je vais l'appeler type of creator. Oups. Je porte mes lunettes à longue vue, donc je ne vois pas trop bien. Donc ici, je vais voir si est-ce que j'ai person type. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai author, contemporary, historic. Peut-être que c'est ça que je veux. Ou sinon, je vais ajouter un vocabulaire qui sera type of creator vocab. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais rajouter, je vais dire artist, sculptor. Je sais que c'est sculptor, c'est type d'artiste. Engineer, etc.
et puisque les sculpteurs sont un sous-type d'artiste, je peux les mettre dessous pour que ensuite je peux faire une recherche plus tard sur artiste et je vais trouver tous les sculpteurs, tous les peintres, etc. Donc je peux également ajouter ici painter. Je mélange l'anglais et le français. Ok. Donc je peux faire mon truc des recherches. Bon. Donc je peux faire ça. Je peux être en... donc je vais sauvegarder tout ça. Ça ne devrait pas prendre tant de temps. Là la connexion n'est pas terrible. Hein. Le Wi-Fi, parfois ça marche pas très bien, le Wi-Fi ici. Sinon, on peut repartir aussi. Je vais repartir. Non, on va faire une pause. Oui, on va faire une pause. Juste pour finir très rapidement, une fois qu'on a créé des données, on peut à tout moment cliquer sur Modify Structure et rajouter des champs, changer les champs, changer l'ordre, mettre des trucs. Ça, c'est vraiment le plus... moi, c'est un des arguments qui m'a convaincu tout de suite. C'est que quand on parle tout le temps. Tu parlais de Drupal tout à l'heure, Drupal ou Spip ou autre, ou même les Omeka, tout ce qui est CMS, ou même, encore pire, quand on fait une base de données relationnelle, en SQL ou avec Access ou quelque chose, et qu'on a une table intermédiaire et qu'il faut tout déplacer, etc. Il faut changer ensuite toutes les requêtes derrière. C'est affreux. Donc ça c'est très bien parce qu'on peut remodeler au fur et à mesure et ça nécessite aucune connaissance technique. Enfin, il suffit de bouger les champs, c'est très intuitif. Et puis alors, un des problèmes pour moi, c'était que l'interface me semblait assez complexe. Donc j'ai mis peut-être un jour ou deux à apprivoiser l'interface, mais j'ai pas trouvé de documentation. C'est un peu ça la limite pour le moment du développement de Urist. Et donc en France, il y a une liste d'utilisateurs et notamment ils ont produit, je crois récemment, une documentation, etc. Et à l'époque, j'ai pas du tout trouvé ça. Mais c'est relativement intuitif, malgré la complexité de l'interface. Au bout d'une heure ou deux, on a quelque chose qui commence à ressembler à une première base de données. Et en 2 jours, j'avais mes liens entre les entités, etc. Enfin, c'est extraordinaire parce que on peut bouger effectivement les éléments. Et puis il y a aussi des fonctionnalités qui sont pas du tout... comment dire, ça correspond pas au modèle classique de la table des bases de données relationnelles. Ça correspond pas non plus exactement à du XML, et ça correspond pas non plus exactement à du graph. C'est un peu entre tout ça. Donc il y a par exemple là il y a un pointeur, un child pointer qui s'appelle le child tom. Ça ressemble un peu à du XML, c'est-à-dire que dans une base de données relationnelle, ce serait très compliqué d'avoir une relation 1 à n. Il faut passer par une table intermédiaire, etc. Et ici, on dit que voilà, les child tom, là, on dit qu'on peut avoir plusieurs enfants, il n'y a pas de problème. On fait une collection exactement comme en XML. C'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que par rapport à une base de données relationnelle, on n'a pas besoin de toutes ces complexités de modélisation, d'avoir des tables intermédiaires, de penser... Et ce qui rend la chose très complexe à modifier par la suite. Alors que là, on peut non seulement renommer la relation, on peut changer le type le data type, on peut dire que finalement ça va pointer vers une URL et pas vers du texte, ou des choses comme ça. Enfin, c'est extrêmement simple. Et au début, évidemment, ça fait un peu peur, l'interface est complexe, s'y repérer. Mais au bout du compte, je pense que quelqu'un qui a pas de connaissances en SQL, etc., va arriver effectivement à faire des choses très rapidement, alors qu'il faudrait une formation de, je sais pas, peut-être 2 semaines pour arriver à faire le début de ce qu'on a fait là en 5 minutes. Donc oui. Ouais. Et puis il y a effectivement cette question de faire les liens, tout ça, mais on en reparlera peut-être
après la pause. Ouais. Une dernière question, et puis on fera une pause. Alors moi, je fais partie de la catégorie des ingénieurs surbookés, donc qui aiment bien déléguer aux enseignants-chercheurs. Hein. Donc ça m'intéresse toujours, ça. Bon, le problème, c'est que moi, je suis un peu le plombier de service, donc j'aime bien savoir comment ça fonctionne derrière pour comprendre comment ça marche. Donc derrière, au niveau base de données, c'est quoi? Et moi, ce qui m'intéresse, MySQL. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'extension spatiale qui est derrière, on va dire, pour les données spatiales. Parce que nous, on travaille un peu avec les données spatiales. C'est un peu limité. Finalement, on a un type de géométrie qui est capable c'est du well-known text, publicated, grosso modo. Donc, on essaie de faire de la cartographie, mais pas du GIS. Donc, on a un certain nombre de choses, comme par exemple des recherches spatiales basiques, mais on prévoit que si quelqu'un va vraiment faire des analyses spatiales, ils vont le mettre dans QGIS, par exemple. Mais dessous, c'est MySQL, it's basically a key value pair system avec il y a une table records avec un enregistrement pour chaque un enregistrement pour chaque record dans la base de toutes les types tout confus, et puis il y a des détails qui sont liés avec ça avec un foreign key. Ça c'est l'interne. Donc c'est assez simple comme système. C'est pas le plus efficace et rapide. C'est pour ça que, par exemple, Drupal a un table pour chaque champ. Nous, on met tout dans le même table. Ce n'est pas le plus rapide, mais l'avantage, c'est la flexibilité. On peut changer le type d'un enregistrement dans un autre type d'enregistrement. On ne perd rien, par exemple. Et ça, quelquefois, c'est utile. Ouais. Merci. Bon, ça, c'est même pas... C'est moi qui a mal tapé? Non? Bon, ça c'est un simple URL qui ne marche pas. Donc, une question encore avant la pause, mais je pense qu'il sera très rapide d'y répondre, mais est-ce que le système n'est pas condamné à évoluer vers un système commercial? Si Ian Johnson, son avion se crache comme ça, absolument. Qu'est-ce qui se passe avec les deux employés? C'est toujours très très dangereux pour des institutions publiques. Absolument. Et j'ai un collègue en Australie, c'était un collègue il y a 20 ans à peu près, et on avait établi quelque chose un peu avec Curist et autre chose. Et il a dit, il nous faut le système, il nous faut qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est pas ça. Mais l'idée du Mutually Assured Destruction, MAD, Mutually Assured Dependency. C'est-à-dire, s'il y a assez de gens qui dépendent, il y en a 200 projets à peu près, qui dépendent de Curist, il y a quand même il y a un base d'utilisateurs. Il y a des gens à l'Université de Sydney qui dépendent beaucoup de Curist, il y a des gens à Humanum qui dépendent de Curist, il y a des gens à Hamburg, on commence à avoir pas mal d'utilisateurs en Allemagne aussi. On a donc fondé cette steering committee pour ça, et j'ai pensé exactement comme ça. Si j'ai un accident, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, le momentum va durer quelques mois pendant que les gens s'organisent pour maintenir le momentum. Donc, je pense que c'est assez solide. L'autre chose, c'est que c'est relativement simple. Dès le début, j'ai insisté, évidemment, les informaticiens veulent toujours faire ceci, jouer ça, mettre un nouveau truc, etc. J'ai dit, on applique le système if it ain't broke, don't fix it. Donc, les gens disent, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Et je dis, d'abord, ça n'existait pas quand on a commencé. Et deuxièmement, it's not broke, so why fix it? Peut-être que si on changeait dans, par exemple, Postgres, ça irait un peu plus vite. Peut-être, ou pas. Mais ça marche. Pourquoi le changer? Est-ce qu'on pourrait le réécrire avec Ruby on Rails? C'est en PHP MySQL, il n'y a pas plus standard, on reste dedans. Est-ce qu'on va mettre des redirects and rewrites and so on en Apache? Non, puisqu'on ne va pas toucher au serveur. Tout de Curist est dans un registre
Jurist, en majuscule, va HTML, va www.html Jurist sur la plupart des serveurs. Et tout est là-dedans, éventuellement avec des symlinks qui mènent sur notre disque pour les données, un autre truc qui mène sur... Mais tout est standardisé, tout est simple, pour que finalement, il y a une installation, c'est un shell script, qui va vous l'installer sur n'importe quel serveur, plus ou moins, sans toucher au serveur, mais ça l'installe. Et donc, tous les nuits, il y a une automatisation que notre dernière version de développement est copiée à Humanum, et copiée à la serveur à Athènes, et copiée à la serveur à Hamburg, et copiée à la serveur à Sydney. Donc, il y a un partage des trucs. Donc, il y a GitHub, c'est relativement simple. On est en train de faire de la documentation, avec le deuxième groupe de documentation, on est en train d'améliorer la documentation interne, et le dessin a été philosophiquement fait pour être très simple à maintenir. Je pense qu'on passe maximum une personne journée par semaine sur le maintien des juristes. Tout le reste, c'est des projets, c'est des améliorations, etc. Et donc, là-dedans, je comprends également quand, par exemple, Google, bon, non, on n'utilise plus Google, API, quand, par exemple, il y a une nouvelle version de PHP, une nouvelle version de MySQL, une nouvelle version de ceci, cela, la mise à jour de tout ça, qu'on fait une fois et qui est réparti sur tous les serveurs, tout ça, c'est moins d'une personne, une journée personne par semaine. Donc, c'est minime, ce qui est nécessaire pour le faire. Bon, évidemment, pour le faire avancer, c'est beaucoup plus, mais bon, voilà. Donc, non, c'est quelque chose dont j'ai été... Et il y a un document qui est partagé de tous les mots de passe, de toutes les... où les trucs se trouvent, il y a un planning de tout ce qu'on veut faire un jour, etc., etc. Donc, non, je suis parfaitement conscient que je ne veux pas que ça dépende de moi. Et c'est une autre chose, j'ai évité de mettre, par exemple, juristnetwork.org, ce n'est pas la propriété de l'Université de Sydney. Jurist, bien que c'est copyright University Sydney, c'est open source. Ce n'est pas. J'ai fait l'effort de voir qu'il n'y avait pas une institution qui contrôlait et qui pourrait dire non, ça ne m'intéresse plus. Qui a été un peu le cas pour ce qui était externe, tout récemment. Puisque j'avais ça en tête qu'il fallait que ce soit un truc qui est plus large que les individus ou que l'institution. Mais le nombre d'utilisateurs, c'est pas vraiment un argument parce que Transcribus, qui était très utilisé, on nous l'a... Si. Mais Transcribus, c'est autre chose, c'est un projet européen qui est devenu... Enfin, j'ai travaillé un peu avec Günther Mühlberger, le responsable du projet READ à la base. C'est assez différent parce qu'eux, ils n'ont jamais pensé à un modèle open source. Là, c'est pensé à la base philosophiquement, comme dit Yann, comme quelque chose dans la manière dont ils organisaient leur formation, c'était pas si clair que ça, je trouve. Mais bon, personnellement, ils voulaient faire entraîner, ils disaient, bon, on avait l'impression qu'on allait pouvoir en profiter longtemps. La philosophie est très claire, elle est très différente. Ils ont un peu le même discours sur le Robinhood, c'est-à-dire que, par exemple, ils ont fait faire des développements d'une interface web à la Bibliothèque nationale de Suède, je ne sais plus, de Finlande. Et effectivement, il y a cette idée que quand on est une archive, enfin un service d'archive, on va contribuer beaucoup plus cher qu'un projet de recherche qui va avoir besoin de transcrire 5000 pages. C'est pas du tout la même contribution, évidemment. Donc le développement de l'interface qui a demandé sans doute beaucoup de ressources humaines et etc., de temps, évidemment ça a été pris en charge. Enfin, du coup, il y a un peu ce système-là. Mais dès le départ, ils ont breveté le modèle, enfin, les réseaux de neurones, etc. C'est pas du tout open source. Enfin, c'est dès le départ. Et j'ai un projet qui s'est retrouvé au milieu du projet sans financement qui avait été fait, voilà, pour cette ligne-là, et c'était plus possible en fait. Donc on ne pouvait pas avoir d'autres financements. Et on ne pouvait même pas en transférer. On avait plein d'argent pour la numérisation qui ne pouvait pas être utilisé. Vous pouvez aller chercher sur GitHub quand vous voulez. Mais la question c'est, est-ce que c'est pas aussi...
l'histoire du développement de ces projets, c'est-à-dire que là on a la chance d'avoir un projet que vous avez pensé depuis le début comme ça, open source, et on nous dit actuellement la fédérisation, etc. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que les projets qui sont même financés par des fonds européens sont finalement financés pour être fondés sur des brevets et donc pas ouverts. Pas tous, non, mais effectivement c'est un truc assez important, mais je pense que le système de Yann, moi je connais pas bien le milieu open source, sans doute Thomas peut en parler mieux que moi je pense, mais il me semble que, je sais pas si on prend l'exemple de Firefox, bon, qui est un mauvais exemple parce que c'est en train de mourir par rapport à Chrome, mais, les fondations Mozilla, etc., ils ont réussi à coupler un modèle en partie commercial et en partie basé sur la communauté. Et alors évidemment, la fondation Mozilla, elle ramasse certainement beaucoup plus d'argent que Yann, mais j'imagine que c'est un peu le même genre d'hybridation, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de gens qui sont interdépendants, et les développeurs, tout le monde est tellement dépendant de tel et tel truc qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va remettre un peu d'huile dans les rouages, quoi. À un moment donné, il va y avoir des développements qui vont être mutualisés. Il y a un projet qui a besoin de maintenir un système, et du coup, ça va être redistribué pour l'ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Par exemple, actuellement, il y a l'Université de Hambourg, le Research Data Maintainability Project. Ils ont un département qui est chargé de maintenir les projets de recherche après de faire un archive. Et eux, ils ont adopté Theorist pour les systèmes en sciences humaines. Et il y a une des personnes là qui va venir à Sydney plus tard cette année pour travailler sur la compatibilité entre multiples bases de données Theorist, et qui a déjà fait du travail sur l'importation de Epidoc. Donc, eux, ils commencent à développer, les gens à Strasbourg commencent à développer aussi, à contribuer des trucs, et à quelqu'un à Sydney. Donc, on commence à avoir des gens qui contribuent, et le BNF a aussi contribué. Donc, oui, bon, c'est du travail pour coordonner les gens, mais éventuellement, si je m'éteins, il y aura plus de pression sur eux de contribuer. Peut-être que je devrais m'éteindre. Comme ça, ils travailleront plus. Partir en vacances. Ça, c'est une bonne idée. Là, je suis en vacances, plus ou moins, pour une journée. Je vous propose une petite pause d'1 quart d'heure avant de voir la base de données des ornements de Ray et une description donc du modèle de données à partir de la base de données des ouvrages à l'adresse de Marc-Michel Ray.